Oui, bonjour à tous. Bienvenue à HEC Montréal. Ce séminaire, je suis heureux encore de faire un autre séminaire avec SEPSEM. Je pense que c'est une longue histoire de collaboration qui nous permet de faire ce genre d'événements-là, qui permet de rehausser, en une certaine façon, les événements qu'on réussit à faire ici au pôle santé HEC Montréal. Donc, le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui a été largement je dirais, débattu, mais qui mérite, je pense, qu'on puisse y apporter une attention particulière pour mieux comprendre les frontières de cet objet, c'est-à-dire l'approvisionnement fondé sur la valeur. On parle de système de santé fondé sur la valeur. L'approvisionnement est un morceau important de cette réalité, de cette nouvelle approche qu'on veut aborder et qu'on veut mettre en place dans le réseau de la santé au Québec. Et je pense que de commencer à clarifier cette question par l'approvisionnement est un début intéressant pour poursuivre cette réflexion. Et donc, je passe la parole à Luc, qui est le président de SEPSEM. Donc, Luc. Merci, Denis. Bienvenue à tous. Merci à HEC de nous recevoir. Merci à Denis et ton équipe de nous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être ici. Effectivement, pendant 2 ans, nous avons été un peu interdits d'événements. Alors, on fait une formule hybride aujourd'hui. Alors, bienvenue aux gens qui sont présents, bienvenue aux gens qui sont en ligne. C'est un plaisir de tous vous accueillir. Le SEPSEM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation à but non lucratif, entièrement financée par les contributions de ses membres, ne détient aucune subvention de quelque appareil gouvernemental que ce soit. Alors, on est autonome. Et on a plein de bonnes personnes et d'activités qui se passent un peu partout. Alors, la prochaine, il y a aujourd'hui, évidemment, avec un invité de marque. Notre prochaine, c'est notre Assemblée générale annuelle qui va se tenir le 26 avril. Et c'est réservé aux membres seulement. Alors, on est en période de renouvellement et d'adhésion. Alors, pour ceux qui voudraient se joindre à notre initiative, le 26 avril, c'est Michel Clerc, que vous connaissez tous, notre fondateur, en même temps, qui va faire le lien entre la commission Clerc et évidemment la refondation du ministre Dubé. Donc, ça va être extrêmement intéressant. Alors, on a lancé aussi depuis, on répète l'expérience 2018, Mouvement Innovation Santé. Mouvement Innovation Santé va se retrouver à l'Assemblée nationale le 4 mai prochain. Donc, un groupe d'entrepreneurs, on va aller faire des représentations. Je salue aussi notre président, M. David Bertrand, qui malheureusement ne pouvait pas être présent parmi nous. Alors, le SEPSEM, oui, est très vivant et on est content de collaborer avec Pôle Santé HEC. Et aujourd'hui, avec aussi l'aide de notre commanditaire exclusif, la Banque nationale, on est content de vous accueillir. Aujourd'hui, c'est Martin Beaulieu que nous allons accueillir, chercheur associé au groupe de recherche de HEC Montréal. M. Beaulieu vous présentera les résultats de ses recherches sur l'approvisionnement basé sur la valeur, sujet qui touche toutes les lèvres depuis quelque temps, surtout depuis le dépôt de la loi 19 de Mme Sonia Lebel. Donc, c'est, je pense, dans un contexte de pertinence qu'on va entendre M. Beaulieu. Alors, M. Beaulieu, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, M. Lepage. Merci, Denis. Merci. D'abord, je veux remercier les gens qui sont dans la salle. La semaine passée, on avait eu un petit meeting pour faire le dernier ajustement entre nous. Puis on se disait, bon, est-ce qu'on le fait en présentiel ou juste à distance? Puis moi, je dis, ah non, il faut le faire en conserver présentiel. Il y a du monde qui en a besoin. Bon, moi, j'ai juste fait de la projection en parlant du monde. Peut-être que c'était moi qui en avais besoin de voir des gens là, en 3D, non pas juste sur un écran. La présentation d'aujourd'hui, bon, des travaux de recherche, mais aussi des réflexions plus larges qui proviennent, oui, de nos travaux, mais aussi de conversations à droite et à gauche avec différents partenaires du réseau. Sur nos travaux, je tiens à souligner la participation, la contribution de Claudia Reboledo, qui est actuellement dans la salle avec nous aujourd'hui, donc professeure titulaire ici à HEC Montréal au département de gestion des opérations. Carolina Bellotti, nouvellement professeure à l'Université 20 des Pays-Bas, et Lars Dahl, dans le fond, qui est un ancien gestionnaire dans le domaine des approvisionnements au Danemark. Le Danemark va être un peu une pièce maîtresse de la présentation. Donc, le schéma de la présentation assez classique, revenir un peu, bon,
Monsieur Lepage le disait, Denis aussi, là, c'est un sujet d'actualité, donc juste repositionner un peu l'idée de l'approvisionnement fondé sur la valeur. Les conditions de succès, donc d'où arrive l'expérience un peu danoise dans le décor, comment l'appliquer au Québec, puis des conclusions que j'espère un petit peu plus vastes. Donc, on commence par le commencement. Un sujet d'actualité, mais comme Denis le mentionnait, puis il aurait quasiment pu partir faire la présentation de lui-même. Donc, un sujet qui s'insère donc dans des systèmes fondés sur la valeur. Donc, cette idée-là émerge depuis à peu près les années 2000, mais mis à l'avant-scène par les travaux de Michael Porter et Elizabeth Tisberg. Donc, l'idée de Porter et d'Elizabeth Tisberg était de dire, bon, oui, là, on a des systèmes de santé, ça nous coûte relativement cher, mais est-ce qu'on peut les évaluer sur d'autres paramètres? Donc, dans le fond, les patients qui y passent, l'état de santé à la sortie, est-ce qu'il va y avoir des effets adverses au traitement qu'on va leur avoir consenti? Quel va être le délai de récupération du patient? Donc, d'autres bénéfices cliniques que les bénéfices, on va dire, plus conventionnels. Et donc, à cet effet-là, puis Denis le mentionnait, c'est d'un système fondé sur la valeur, on va s'appuyer sur un approvisionnement fondé sur la valeur et donc avoir passé d'une logique de choix de fournisseurs uniquement sur les prix à être capable d'intégrer des bénéfices cliniques dans le processus d'approvisionnement. De ces deux objectifs-là, on peut voir un objectif transitoire, donc amener aussi une logique de coût total où on prend en considération donc, les coûts de processus en eux-mêmes, des choix qui sont faits, et les coûts d'adaptation, les coûts de formation qui peuvent être intégrés. Donc, toute l'idée de cet approvisionnement fondé sur la valeur, c'est de pouvoir capturer des innovations qui vont générer des bénéfices cliniques, mais des innovations qui, peut-être par la force des choses, pourraient représenter un coût supérieur à court terme par rapport à d'autres traitements plus conventionnels. Donc, le sujet s'alimente depuis une quinzaine d'années. On retrouve des études un peu partout dans le monde. On en retrouve naturellement au Canada et on en retrouve aussi au Québec. Et je dirais ce qui est amusant ou intéressant de ces études-là, c'est que oui, là, bon, les défis à mettre en place les systèmes fondés sur la valeur, les défis à déployer l'approvisionnement fondé sur la valeur. Mais quand on arrive justement à cette portion-là, on se retrouve avec des petits paragraphes, parfois avec de la chance, une page ou deux, mais après ça, on n'a comme plus rien à dire. Là. Donc, on dit que c'est important, mais on ne sait pas vraiment comment y arriver. Donc, on voit qu'il y a quand même un challenge de dire, on a toujours travaillé dans une logique de prix, puis là, on va essayer d'intégrer des bénéfices cliniques dans nos modèles d'évaluation des fournisseurs. Tu sais, là, on rouvre un nouveau paradigme. Donc, il y a des conditions de succès, ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs, dans le fond, parfois, je dirais, sur une échelle plus à la pièce. Et on retrouve donc plusieurs expériences en Europe. Mais le Danemark se démarque par, dans le fond, une volonté nationale d'aller vers un approvisionnement fondé sur la valeur. Donc, ce n'est pas juste une initiative locale, il y a vraiment eu un virage au milieu des années 2010 vers ce mode d'adjudication-là ou cette stratégie d'approvisionnement. Donc, sur ce sujet-là, on a publié 2 petits articles plus professionnels, donc avec tous les collaborateurs que je citais en introduction. Donc, s'il y avait des choses que j'escamoterais en cours de présentation, vous pourriez référer aux documents ou juste me les demander. Donc, on retrouve un peu une grande partie des messages. Donc, je suis là, Danemark, Danemark, Danemark. Bon, mais quelles leçons tirer du Danemark?
et quelles leçons aussi tirer de d'autres expériences. Donc, ça, c'est plate, là, mais il n'y aura pas de miracle, puis je vais le répéter plusieurs fois peut-être pendant la présentation, mais il faut apprendre à gérer ou à apprendre à utiliser l'approvisionnement fondé sur la valeur. Donc, il n'y aura pas de raccourci, il n'y aura pas une belle formule magique, puis là, tout à coup, bingo, on va transiter vers ça. Les expériences à la pièce, ce qu'on voit des expériences, bon, dans certains établissements, il faut carrément gérer le changement. Donc, les premières initiatives, on va mettre beaucoup d'attention, on va mettre beaucoup de minutie. Potentiellement, on va prendre plus de temps que ce qui serait normalement nécessaire. Je pense, entre autres, une expérience en France où, dans le fond, le responsable des approvisionnements a d'abord démarré par une étude de faisabilité pour vendre sa stratégie d'approvisionnement fondée sur la valeur avant de se lancer. Donc, il fallait qu'il convainque son organisation. Gestion du changement, dans le fond, ou apprendre, on regarde l'expérience du Danemark, puis c'est peut-être pas ça qu'on veut entendre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ça qu'eux ont fait. Je vous disais il y a quelques instants, à partir de 2016-2017, on prend un virage vers l'approvisionnement fondé sur la valeur, mais ce virage-là était amorcé depuis le milieu des années 2000, où, dans le fond, on a mis en place, on a rehaussé les pratiques et les compétences en matière d'approvisionnement. De nos discussions avec Lars, un élément qui revenait fréquemment, c'était je ne le dirai pas, je vais le chercher, mais la gestion par catégorie. Ça revenait, la gestion par catégorie, donc, est un outil qu'ils ont mis en place à partir du milieu des années 2000. Et dans le fond, la gestion par catégorie, c'est une forme d'extension du portefeuille d'achat qui, lui, a émergé au milieu des années 80. Donc, puis, moi, je suis un grand partisan du portefeuille d'achat. J'adore le portefeuille d'achat. Pour moi, c'est comme la représentation de la carte mentale que les gestionnaires en approvisionnement ont dans leur tête. Instinctivement, les acheteurs savent que tout leur contrat ne sera pas de même valeur, ne sera pas de même valeur monétaire, ne sera pas de même valeur parce que le produit, le service négocié représente pour le client à l'interne un aspect véritablement très important, ne sera pas de même valeur parce que potentiellement, on va mettre plus d'efforts pour arrimer le contrat ou le gérer en cours de route. Donc, et le portefeuille d'achat permet cette représentation-là, donc sur une matrice 2 axes. Donc, l'importance de l'achat et l'importance pondérée, on va revenir à un élément important, en fonction du rapport de force que l'acheteur va avoir avec le marché fournisseur. Donc, si nos achats ne sont pas tous égaux, la conséquence de ça, c'est qu'on devrait diversifier nos objectifs. On ne va pas poursuivre les mêmes buts pour tous les achats. Et si on diversifie nos objectifs, on devrait diversifier nos stratégies d'approvisionnement. Donc, ça, c'est un des premiers fondements. Et l'autre élément aussi, donc, à la gestion par catégorie, arrive le gestionnaire de catégorie. Donc, il va y avoir une forme de spécialisation du personnel. Puis, bon, les gens dans la salle ou l'auditoire plus québécois vont me dire, ben oui, mais c'est déjà le cas dans nos services d'approvisionnement. On a le responsable des achats pour la fourniture médicale, on va dire, générale, puis il y en a un autre qui s'occupe du bloc opératoire. Donc, on comprend que la gestion par catégorie va être beaucoup plus granulaire, va être beaucoup plus précise. Donc, on va avoir un gestionnaire de la catégorie, par exemple, cardiologie. On va avoir un gestionnaire de catégorie pour orthopédie. Et ce que ça va impliquer, c'est que cet acheteur-là va
va se spécialiser, oui, mais une spécialisation qui l'amène à comprendre comment les produits sont utilisés, l'environnement de travail, la nature des utilisateurs, comment la demande est supposée évoluer dans le futur. On va développer aussi des expertises du côté légal, pas juste le côté légal sur la loi des contrats d'organismes publics. Tu sais, je vais revenir là-dessus, je me garde des petits punchs pour plus tard, mais je vais revenir là-dessus. Habileté de négociation, bon, ben, les gens vont me dire, oui, mais on ne négocie pas dans le secteur public, mais négociation plus dans le sens de capturer l'information, aller chercher l'information qui va être utile pour faire l'analyse du projet d'approvisionnement fondé sur la valeur. Et le dernier point, une veille des marchés fournisseurs, une veille systématique du marché fournisseur. Donc, si je me rappelle bien, Lars disait, cet exercice-là est fait aux 3 ou 4 mois. Et pour ceux qui suivent mes péripéties là, dans différents forums, il y en a qui le savent, là, ils savent déjà ce qui s'en vient. Je suis complètement obsédé par cet aspect-là, donc la veille du marché fournisseur. La veille du marché fournisseur signifie qu'on va faire le suivi sur les fusions-acquisitions. Donc, on a une carte qui nous permet de voir, OK, est-ce que mon marché fournisseur se dynamise? Est-ce que mon marché fournisseur est en train de s'atrophier? Est-ce que s'il y a un mouvement de fusion, tout à coup, des fournisseurs développent des pôles d'expertise qui étaient dispersés, qui rouvrent des nouvelles possibilités? Et de la même manière, on va traquer les évolutions technologiques. Donc, on reste à la page quant à la nature du marché fournisseur. Donc, si on regarde l'expérience danoise, donc on a comme cette fondation-là qui s'est mise en place pendant une dizaine d'années. Et là, boum, on arrive, comme je disais, milieu des années 2010. Et là, donc, on démarre. Donc, on va démarrer donc autour d'un certain nombre de projets. Donc, naturellement, si on revient avec le portefeuille, la catégorie, si je peux dire, ou le cadran qui se prêterait le mieux à un approvisionnement fondé sur la valeur serait donc les produits dits critiques. Mais du même souffle, ces produits-là tendent à être dans un marché fournisseur, on va dire, peu dynamique, mais peu dynamique dans la mesure où l'acheteur, l'organisation qui achète, est dans un mode de dépendance vis-à-vis de son marché fournisseur. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est d'être encore plus dépendant à la sortie du contrat dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, on va éliminer des projets sur la base que c'est peut-être une bonne idée, mais finalement, on va créer un monopole, donc ce qui ne nous avantage pas. Et c'est là tout l'aspect légal. Donc, dans le contrat, on va prévoir, par exemple, que toute la connaissance qui est développée en cours du projet va tomber dans le domaine public à la fin. Et donc, un autre fournisseur qui n'aurait pas gagné le projet initial, bien, lui peut récupérer cette connaissance-là pour soumissionner ou faire une offre à la fin. Donc, c'est ce genre de réflexion-là qui peut se produire. L'autre élément, la question à 1 000 $ ou la question qui revient 1000 fois, c'est OK, approvisionnement fondé sur la valeur, donc quelle valeur? Encore là, pas de miracle, là, je me répète, mais ça va être sur des projets dont vous avez déjà des indicateurs cliniques que vous traquez depuis un certain nombre d'années. Donc, ça, c'est vraiment l'organisation qui achète, qui met de l'avant ces indicateurs-là. Pas comparer des différentes innovations sur différents bénéfices. Tout le monde, tous les fournisseurs, ce n'est pas un reproche, mais tous les fournisseurs vont vendre leur technologie, vont démontrer des bénéfices, mais à un moment donné, ça devient comme incomparable. Donc, la base, c'est avoir les indicateurs cliniques qu'on utilise
Donc, depuis un certain nombre d'années. Depuis un certain nombre d'années, pour être en mesure de lier des variables qui viendraient influencer cette performance-là et donc pouvoir juger des innovations ou des offres qui apparaissent sur le marché. Troisième condition, la présence d'un champion clinique. Très, très, très important. Donc, un champion clinique pour deux choses. Donc, la première chose, vendre la solution à l'interne. Donc, on s'en va vers une nouvelle stratégie. On s'en va vers du nouveau. Donc, il faut convaincre le reste de l'organisation, le reste de l'établissement d'adhérer à cette nouvelle stratégie-là. Et aussi, pas juste la question de la vente au départ, mais aussi en cours de contrat, en cours d'exécution de contrat. Vous rentrez dans un univers complètement différent. Vous allez être dans des contrats de 6 ans, 7 ans, 8 ans. On avait vu dans notre étude des fois des 10 ans. Donc, c'est impossible que le contrat initial ait tout prévu, ce qui va arriver 2, 3 ans plus tard. Donc, il va surgir des imprévus, il va surgir des problèmes. Il faut être capable de les adresser. Il faut rester calme puis être dans une logique de résolution de problèmes et non pas là, dire OK, bon, ben là, on a ce problème-là. Donc, c'est la première fois qu'il pleut. OK, on abandonne tout, puis on revient sur des stratégies plus classiques. Donc, il faut être capable d'avoir ce genre de leaders-là qui vont être un peu une assise pour vos projets. Donc, ça, c'est comme, OK, voici ce qui s'est fait ailleurs. Maintenant, comment transposer, au-delà des conditions de succès elles-mêmes, comment transposer le tout à la situation québécoise. Donc, naturellement, on ne peut pas parler de la situation québécoise sans évoquer la loi sur les contrats d'organismes publics. C'est comme l'éléphant dans la pièce. Là, il est là, il est là. Si les personnes ne le voient pas, là, il est là. Je présente cette page-là, pas tellement pour faire de la pédagogie, parce que tout le monde comprend les fondements de la loi, puis ces fondements-là sont les mêmes ailleurs. Là. Je veux dire, dans d'autres juridictions pour l'approvisionnement public, on va retrouver ces grands principes-là, transparence, équité, permettre aux fournisseurs de participer, etc., etc. Sauf que peut-être que pour la période de questions, ça pourrait devenir utile. Donc, je le présente. Ça, je suis tellement content de vous présenter ça. Ça faisait longtemps que je me disais, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Puis finalement, l'année passée, je me suis comme dit, OK, là, je le fais, là, j'ai du temps. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'évolution du nombre d'articles de la loi et de ses règlements, donc la loi sur les contrats d'organismes publics, depuis 2008 jusqu'à 2021. Donc, le jeu de couleurs, c'est des nouveaux règlements qui se sont ajoutés. Donc, si mes calculs sont bons, mais je suis peut-être à une dizaine près, peut-être qu'à un moment donné, je comptais plus ou moins bien, mais en 2008, quand la loi est entrée en vigueur, on avait 250 articles dans la loi et ses règlements. Aujourd'hui, on est rendu, je dis aujourd'hui, en 2021, quand j'ai fait mon calcul, on était rendu à 580. Donc, je laisse ça là. Je laisse ça là, ça fait mijoter un peu, là, puis je vais construire là-dessus. Pour le secteur québécois de la santé, comme si ce n'était pas assez, il y a aussi les balises santé, qui ne sont pas des articles de loi en elles-mêmes. Donc, dans le fond, on n'est pas obligé de les suivre, sauf que le problème, l'Autorité des marchés publics a comme rendu certains de ses jugements, donc, en se basant sur ces balises-là. Donc là, c'est comme, OK, finalement, il faut comme en tenir compte. Là, on ne peut pas les escamoter. Et c'est drôle, avec la présentation, je parlais avec des gens dans la salle, on se disait ça, OK, là, si vous aimez travailler sous pression, là, bienvenue dans le secteur public ou bienvenue dans l'approvisionnement public. Donc, dans le fond,
Le vérificateur général peut vous scruter un peu. Naturellement, le conseil, le secrétariat du Conseil du Trésor, l'autorité des marchés publics, il m'en manque l'unité permanente anticorruption. Donc, il faut marcher droit. Il faut marcher droit. Et naturellement, si vous avez une loi, puis c'est déjà à sa base, si vous avez une loi avec 580 articles, loi et règlements, c'est qu'on a déjà bien balisé les stratégies d'adjudication. Donc, je ne ferai pas le reste de la présentation là-dessus, mais juste pour dire, il y a des stratégies naturellement fondées uniquement sur le prix ou principalement le prix conforme. Donc, on va être légal dans l'expression. Uniquement la qualité ou un mix qualité et prix. Moi, le problème que je vois dans le fond avec le niveau de détail de la loi, les stratégies d'adjudication, c'est qu'on a complètement détruit la créativité de nos acheteurs. Dans le fond, on a comme balisé, puis je vais élaborer davantage en conclusion, mais on a balisé le tout dans des chemins relativement étroits, tout en demandant simultanément d'essayer de réconcilier plein de choses qui font partie des débats qu'on entend aujourd'hui. C'est comme pour me... Je ne sais pas si j'ai besoin de me convaincre que j'ai raison, mais je reprends une étude de MedTech. Bon, puis vous allez voir, on va la compléter par autre chose. Eux avaient évalué 110 appels d'offres sur des technologies médicales pour conclure que, 88 ne font qu'utiliser le prix comme critère d'évaluation. Donc, et en 2020, Laurent Montreuil, étudiant à Polytechnique, avait fait un mémoire, analysé aussi les bases de données SEAO pour arriver à la conclusion que même si on utilisait des critères qualitatifs, au final, ça va être le prix qui va départager le fournisseur gagnant des autres. Donc, quand je vous dis, là, on a comme balisé le chemin de façon assez étroite, on se retrouve dans cette réalité-là. Est-ce qu'il existe autre chose? Donc, on a notre modèle québécois, là, on peut dire, mais il existe des modèles alternatifs, disons ça comme ça. Je m'amuse à présenter celui de l'Ontario parce que je trouve que d'un point de vue philosophique, c'est vraiment, on est comme ailleurs. On parle de ligne directrice, donc là, il y a déjà plus de flou. Et finalement, ça tient sur un document d'à peine 20 pages. Donc, je n'ai pas imprimé toute la loi et ses règlements, mais je soupçonne que ça fait plus que 20 pages dans le cas du Québec. Et quand je vous disais une autre perspective philosophique, donc, naturellement, on parle de mode d'adjudication si on compare Québec et Ontario. On va parler là, je ne le dirai pas, je vais le chercher, mais d'entente de gré à gré, d'appel d'offres sur invitation, d'appel d'offres publics. Puis au Québec, donc c'est très bien balisé. En Ontario, dans le document, on parle de suggestion. Et quand on arrive au seuil, on dit, on vous suggère du gré à gré pour faible valeur. On vous suggère invitation pour moyenne valeur, puis on vous suggère appel d'offres public pour haute valeur. Puis pas plus que ça. Là, je veux dire, on s'en fâche pas trop. En tout cas, il y a vraiment une autre philosophie. Mon point, ce n'est pas de dire le modèle ontarien est meilleur ou quoi que ce soit. C'est juste de dire qu'il existe autre chose dans le monde. Jusqu'à maintenant, mon propos est très, très, très centré sur le côté approvisionnement, mais je pense qu'on ne peut pas, les développeurs, les fournisseurs devront faire aussi un bout de chemin de leur côté. En janvier, là, on était un groupe de professeurs, on avait été invités par le pôle à avoir une discussion avec là je ne le dirai pas, mais avec des professeurs, chercheurs d'une autre université québécoise, plus orientés justement dans le développement d'innovation. Et là, tout à coup, on écoute leur discours. Et le discours est très centré.
nos innovations génèrent des bénéfices cliniques, là, les mêmes choses qu'on peut lire, entendre très, très souvent. Là, ça fait qu'on est très... Et là, tout à coup, quand on commence à les questionner sur tout le côté adaptation de l'organisation, apprentissage, période de transition, là eux-mêmes, après quelques minutes, nous disent « OK, non, on ne capture pas ça, ce n'est pas dans nos réflexions. » Là, ils trouvaient qu'on amenait des bonnes idées, mais là, ils se rendaient compte que c'était des éléments qu'ils n'avaient pas réfléchi beaucoup auparavant. Et donc, vous avez déjà vu là, la fameuse grille de maturité d'innovation qui part de 1 jusqu'à 9. 1 étant, j'ai une idée dans ma tête, je pense que j'ai une bonne idée. Jusqu'à 9, bon, ben, j'ai finalement traduit mon idée dans un vrai produit tangible que le monde peut acheter. Et sans dire que c'est vraiment à ces niveaux-là, là, parce que c'est un peu théorique, mais les développeurs doivent intégrer, pas juste les bénéfices cliniques, mais prendre en considération les milieux dans lesquels leurs innovations vont s'insérer, quitte à faire des adaptations pour faciliter la transition. Donc, ça, c'est un élément. Et je reviens sur ce que j'évoquais plus tôt. Il n'y a pas de miracle. Il faut travailler avec les indicateurs cliniques qui sont actuellement utilisés. Les développeurs vont dire « Oui, mais moi, je génère tel bénéfice. » C'est malheureux, mais s'ils ne sont pas évalués au Québec, vous devez ramer plus fort pour faire la démonstration. Peut-être que vous pouvez conserver ces autres gains-là, mais démontrer en quoi ça vient impacter ce qui est déjà mesuré, par exemple, dans le réseau de la santé. À cet effet-là, je tombais sur un post, un billet de Lars sur LinkedIn à la suite d'un événement Value-Based Procurement en Europe. Puis là, il formulait un certain nombre d'observations et je cible le deuxième. Dans le fond, il y a, bon, peut-être que c'est des formations universitaires, là, mais il y a un besoin de pédagogie. Il y a un besoin de pédagogie, oui, du côté de l'approvisionnement, mais il va y avoir un besoin de pédagogie du côté aussi développeur, fournisseur, pour pouvoir capturer le plein potentiel de cette idée-là, de l'approvisionnement fondé sur la valeur. Donc, en conclusion, je vais placer ma conclusion dans une perspective un peu plus large qu'uniquement le secteur de la santé. Là, je ne veux pas créer une perversion sur le mandat du pôle ou du CEPSEM, mais il faut voir un peu l'environnement plus large dans lequel on s'insère. Les défis de l'innovation ne sont pas juste des défis pour le secteur de la santé. C'est un défi québécois. Le Québec a un retard historique, dans le fond, en termes d'innovation. Donc, c'est aussi dans cet environnement-là qu'il faut composer. L'autre élément aussi, j'aurais pu présenter cette page-là avant, mais l'expérience danoise, bon, je l'ai comme vendue, c'est presque une pub touristique, mais il y a un élément au final que je n'ai pas évoqué. Au final, ça finit avec une 12-13 projets par année à l'échelle du Danemark. Donc, dans le fond, si je reprends les données de l'étude de MedTech, puis entre guillemets, on se scandalise que 88 des appels d'offres sur des technologies médicales ne font que cibler le prix. Une stratégie fondée sur la valeur va faire réduire ce pourcentage-là à peut-être quoi, 80, 78 ce côté presque unanime en fonction du prix va juste être amélioré à la marge. Donc, en ce sens-là, je ne veux pas casser le party, là, mais je comprends que l'approvisionnement fondé sur la valeur est comme et sur toutes les bouches. Je n'entends parler depuis 2-3 ans. Il y avait des gens dans différents milieux qui en faisaient leur cheval de bataille. C'est excellent, c'est excellent. Mais moi, je pense qu'il faut se placer avec un pas de recul de plus. Et ce n'est pas juste viser l'approvisionnement fondé sur la valeur.
servons-nous de ça pour amener l'approvisionnement stratégique à l'intérieur du secteur public, donc de façon beaucoup plus large. Libérons nos acheteurs, offrons à nos acheteurs la possibilité d'avoir tout le coffre d'outils. On entend, c'est ça, il y a des projets. Les pauvres acheteurs, je me mets à leur place. S'il vous plaît, achat local, s'il vous plaît, de l'innovation, s'il vous plaît, générer des économies. Ces gens-là sont écarquillés en 2, 3 objectifs qui sont difficilement réconciliables. On leur dit, construisez-nous un mur, puis là, ils se retournent de bord, ils regardent le coffre d'outils, il y a juste des marteaux. C'est utile des marteaux, c'est nécessaire des marteaux, mais si c'est un mur que vous voulez construire, ça prend plus que ça. Donc, ça, c'est la première idée. L'autre idée aussi, c'est toujours mes mêmes obsessions, il y a comme 2 cycles qui vont se rencontrer, ou qu'on espère qu'ils se rencontrent. Surtout si on pense en termes, on va dire, innovation locale. Donc, il y a le cycle de l'innovation, la fameuse ligne rouge verticale. Puis, on espère une forme de miracle où le cycle d'approvisionnement va se synchroniser par un miracle quelconque avec l'arrivée des innovations. Oups, là, on est prêt à vendre. Boum, il y a un appel d'offres qui arrive sur le marché au même moment. Moi, je pense que c'est trop de hasard en même temps. Donc, il faut autre chose. J'ai plus l'impression qu'on va se retrouver avec davantage de ces situations-là où les innovations arrivent en fin de parcours du processus d'approvisionnement. Et si on est dans des logiques de contrat 3 ans avec 2 fois 2 années d'option, là, finalement, l'innovation est comme exclue d'une partie ou de la totalité du marché québécois pour 5-7 ans. Donc, il faut changer d'approche et toujours, je m'excuse, on a 2-3 obsessions dans la vie. En tout cas, ça, c'est la mienne. Moi, je vois la veille des marchés fournisseurs, je m'excuse de le répéter, mais je vois la veille des marchés fournisseurs comme le chaînon manquant qui offre de la visibilité aux acheteurs pour anticiper des innovations qui arriveraient du marché, pouvoir donc envisager comment on va développer un appel d'offres qui peut capturer ça plutôt que d'être dans un mode de renouvellement. Je ne dirais pas la petite semaine, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, mais à mon avis, on manque de visibilité. Jusqu'à maintenant, je suis là, je vous dis, il faut libérer la créativité des acheteurs. Ils vont développer des bons appels d'offres, ou en tout cas des appels d'offres mieux désignés pour les différents objectifs qu'on poursuit. Mais moi, je vois une strate de plus. Ce n'est pas juste la créativité sur l'appel d'offres, mais la créativité sur les solutions. Encore là, je ne vais pas mettre trop de pression sur les acheteurs, mais je vois leur rôle vraiment stratégique dans la mesure où ils sont en contact avec les utilisateurs, ils voient leurs besoins, ils voient les besoins ou l'offre du marché fournisseur. J'ai des expériences documentées où un établissement avait développé une solution combinant des partenaires privés pour le réapprovisionnement des patients, de certains types de patients pour le soutien à domicile. Donc là, tout à coup, c'est ça. Ce n'est pas juste un produit physique, l'innovation. On va travailler sur l'expérience client, le service à la clientèle, développer potentiellement des nouveaux canaux de distribution. Donc, ces aspects-là, je vais finir là-dessus. Je me répète, là, mais il y a une créativité qui ne demande qu'à être exploitée afin de concilier les objectifs un peu contradictoires qu'on tend à poursuivre là, depuis quelques années.
Donc, ça compléterait, je ne sais pas si je suis dans le temps, là. OK, donc, s'il y a des questions de la salle ou du forum, là, il ne faut pas hésiter. Oui, en effet. Merci Martin pour votre présentation. Donc, on va ouvrir maintenant la période des questions. Pour les personnes en ligne, je vais vous inviter à écrire vos questions directement dans le Q&A. Moi, je vais être chargée de lire les questions à voix pour que les personnes en présentiel ainsi que le conférencier puissent entendre les questions et y répondre. Et pour les personnes en présentiel, nous avons une personne qui va faire passer le micro pour que vous puissiez dire directement vos questions à voix haute. Je vois que j'ai déjà peut-être, on peut commencer par les personnes en ligne qui ont des questions. Je vois plusieurs questions d'ailleurs. Donc, j'ai une question de Nathalie Farley qui demande: peut-on relier les personnes qui font la veille des marchés fournisseurs, les équipes cliniques et les équipes d'innovation? Ça, c'est... Dans le fond, là, il faut que je connecte tout ça ensemble. Là, il y a comme un nouveau processus qui ne demande qu'à être créé. Là, j'ai beau vous dire, veille des marchés, je l'ai dit à 3-4 occasions. Là, mais en même temps, ce processus-là, il faut y penser. Il faut y penser correctement. Et c'est drôle parce que, bon, je pensais un peu aussi, là, mais c'est clair qu'il doit y avoir une connexion avec le clinique de façon à valider dans le fond, les innovations qui s'annoncent et voir si elles sont réellement prometteurs ou si elles répondent correctement à des besoins cliniques. Donc, il y a quelque chose à capturer de ce point de vue-là. Ça ne pourra pas juste être juste des ingénieurs biomédicaux là, qui vont partir là, faire la tournée des grandes foires commerciales. Là, il va falloir rester groundé avec les utilisateurs. J'ai une autre question en ligne, mais bien sûr, les personnes en présentiel, si vous voulez poser vos questions, le micro est à vous. De Saad Benguera, quelle est l'expérience danoise en approvisionnement fondée sur la valeur conjuguée avec un approvisionnement en commun? Est-ce que les projets VBP sont limités au niveau des établissements? OK. Là, ça serait le fun d'avoir Lars là, avec nous, mais voici comment je comprends le système d'approvisionnement au Danemark. Là, puis il y avait une acétate qui offrait quelques précisions. Dans le fond, l'approvisionnement est réalisé par 5 organismes régionaux et le principal où Lars travaillait était celui de la capitale. Et de ma compréhension, cet organisme régional-là ramasse tout l'approvisionnement public, en tout cas, certains sont plus familiers avec le Danemark. Donc, dans le fond, le côté, oui, établissement de santé, le côté, là, je ne le dirai pas, le côté scolaire, universitaire. Donc là, on gère l'approvisionnement du secteur public de la région. Donc, ça fait que le côté approvisionnement de groupe, à certains égards, existe déjà en soi par la formule. L'autre élément, puis je vais profiter de ça aussi, quand je dis libérer le potentiel de créativité, dans le fond, au Danemark, tout le volet value-based procurement, donc oui, amener des innovations, développer des solutions que le marché fournisseur n'offre pas, mais avant cette période-là, il y avait déjà en place des stratégies de partenariat public-privé, des contrats à plus long terme. Donc, quand je vous disais le coffre d'outils est mieux garni de mon point de vue au Danemark. Donc, c'est ça aussi qu'on a développé pendant 10 ans entre 2005 et 2015. J'ai une autre question. La personne nous demande: est-ce que l'approvisionnement fondé sur la valeur est une solution de performance pour le réseau de la santé avec la méthode de financement basée sur l'activité qui sera mise en œuvre en 2023? Puis peut-être que Sidonie veut sauter dans la discussion, là, parce que là, c'est clair que les deux devraient connecter ensemble. Dans le fond, si tout à coup vous financez à l'activité, vous allez favoriser comment je dirais ça, pour les établissements de santé, il faut comme trouver des stratégies qui puissent
rencontrer les cibles qui vont avoir été déterminées. Donc, a priori, faire de l'innovation. Puis, je vais laisser Denis après ça embarquer, là, je suis tellement content. Mais en même temps aussi, je reviens, on poursuit aussi des bénéfices cliniques. Donc, le calcul du financement à l'activité, si le patient revient 3 fois dans la prochaine année, mais on n'a pas intériorisé cette dimension-là, là, on risque de perdre quelque chose. Oui, effectivement, je pense que la question du financement à l'activité et de l'approvisionnement sont des questions qui sont fortement interreliées, mais quand on prend la question du financement par activité, c'est encore une vision un peu limitée de la façon dont on devrait financer les services de santé. L'activité étant, je dirais, une perception limitée de ce que c'est une trajectoire de soins. Une trajectoire de soins, c'est beaucoup plus qu'une activité, c'est une somme d'activités. Et le risque, c'est de procéder avec cette manière de financer à de l'antisélection, c'est-à-dire que certains vont se concentrer sur les activités à haut taux de rendement, puis ils vont laisser tomber les activités qui sont à faible taux de rendement. Et là, bon, on l'a vu en France, on l'a vu dans d'autres pays qui ont été confrontés à ces problématiques de financement d'activité. Donc, il faut faire bien attention. Et l'autre élément, c'est, bon, Martin, tu disais, les fournisseurs devraient s'orienter sur des données cliniques existantes, mais on n'a pas beaucoup de données cliniques existantes. C'est ça, c'est un des gros problèmes du financement et de la création de valeur quand tu n'es pas capable de mesurer ce que tu crées. Et ça, c'est une limite importante. Comment on fait pour passer par-dessus cette limite d'accessibilité aux données cliniques qui pourraient servir de point de repère dans cette réalité d'approvisionnement basé sur la valeur? Là, c'était une question ou c'était plus une affirmation? C'est une question parce que tu as suggéré aux fournisseurs de plutôt se concentrer sur des données cliniques existantes. C'est ça le problème. Mais en même temps, je l'ai dit, moi, je ne vois pas de miracle. Je ne sais pas, je ne suis pas capable d'entrevoir à partir des expériences documentées ailleurs. Je ne suis pas capable d'entrevoir ça. Puis c'était drôle. Vendredi dernier, c'est ça, j'avais, en tout cas, un appel avec d'autres professeurs. Puis, une des personnes sur la ligne au Canada a dit on ne les a pas plus, là, ces données cliniques-là. Là. Ça fait qu'on n'est pas comme bon. Ça ne nous rend pas meilleurs parce que personne ne les a, là, mais ce défi-là est vrai partout au Canada. Là, ça fait que puis là-dessus, je ne suis pas sûr que. Je ne suis pas sûr que j'ai la solution, mais je vais dire ça comme ça. Je reviens avec l'expérience danoise. Si on dit, OK, on va aller vers là, on n'a pas les données cliniques, il faut travailler là-dessus, il n'y a rien qui nous empêche de rehausser, on va dire, les stratégies d'approvisionnement dans le réseau. De dire, bon, si le Danemark, ça a pris 10 ans, on peut-tu le faire en 6-7 ans, là, disons quelque chose comme ça. Puis peut-être que dans 6-7 ans, on aura les fameuses données cliniques. Là, en tout cas, là, moi, c'est ça, c'est un gros virage. Puis peut-être que il faut accepter que le virage ne sera pas serré. Là, ça va être un paquebot à virer, mais si on garde le cap en fonction de l'objectif, moi, je pense qu'on peut arriver à des choses vraiment intéressantes. Là. Si on veut une solution quick, là on va déprimer. Là. On a une question dans la salle, on va vous passer le micro tout de suite, vous pourrez poser directement au conférencier. Bonjour, Julie Frappier, économiste de la santé pour d'Attaque Attraction qui a également implanté le système Towers. J'ai quelques questions et j'aurai un commentaire par rapport au commentaire de Denis. Donc, ma question, c'est que le Value-Based Procurement a été demandé par le gouvernement, par les cliniciens ou par le milieu hospitalier quand le Danemark a mis ça? Et pourquoi on a juste fait 12 produits au travers de toutes ces années-là? OK, non, c'est ça. Je vais commencer par la fin. Dans le fond, c'est 12 projets par année. Donc, il y a vraiment une logique de pipeline. Donc, il y a toute une série de projets qui sont amenés. Puis, on les sélectionne en fonction des critères là, que j'évoquais plus tôt. Là. On a des données cliniques, on a un champion, on a un marché fournisseur relativement dynamique. Donc, quand le projet se qualifie, boum, on le rentre dans le pipeline. Dans certains cas, ce qui va arriver, c'est que,
oh, on n'a pas de champion clinique, on a d'autres conditions. Donc, bon, ben, trouvons notre champion clinique, c'est ça l'enjeu. Donc, on n'est pas à 12 projets depuis, on roule potentiellement une douzaine de projets par année. Naturellement, l'année 2020 a comme un peu mis un frein là, à ça, là, mais les dernières conversations avec Lars, c'est qu'on reprenait la dynamique là, au cours de l'année 2021. Si je me permets, j'aimerais répondre au point que vous avez sorti par rapport aux données cliniques. On parle du Danemark qui est un champion, mais moi, je voudrais parler du Québec qui est un champion. Il y a 10 jours, il y a une publication du système Towers. Le Québec est le premier à faire un kick-off meeting avec un comité stratégique qui impliquait les grands acteurs de notre système de santé, représentant les patients, les professionnels de la santé, les policy makers, les payeurs, les innovateurs, les spécialistes du data et les universités chercheurs. Pour être honnête, on cherche des catalyseurs de changement. Une transformation, ça ne se fait pas seul, ça prend des catalyseurs de changement. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés de se joindre à cette cause-là, il y aura un deuxième comité stratégique, des comités tactiques qui vont s'ouvrir sous peu. Alors, j'ouvre la porte et puis je serais vraiment intéressée de vous parler parce qu'on cherche des champions comme vous. Je ne sais pas si champion, c'est comme gros un peu, là, mais notre travail, je dirais, il y a je l'ai dit plus tôt, là, il y a un effort de pédagogie à faire. Puis, les fameux catalyseurs que vous évoquez, puis dans le fond, je vais même élargir, c'est ça le rôle du pôle. Le pôle est là pour faire de l'activité de recherche, transférer, amener les gens à une maturité qui permet de gérer, d'accélérer la transformation. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est notre mandat. Et on s'est amusé à documenter de façon assez simple l'expérience danoise. Et on pense qu'il y a une valeur à documenter ça. On pense qu'il y aurait une valeur à documenter des expériences québécoises pour apprendre, puis donc assurer là, une diffusion de d'éventuelles meilleures pratiques de ce point de vue-là. Je vais prendre d'autres questions en ligne. J'en ai une de Julien Jeanne Lacasse qui nous remercie pour la présentation et qui nous demande comment voyez-vous le rôle de l'ingénieur biomédical qui partage souvent le processus d'acquisition avec les acheteurs dans cette innovation, veille des marchés, rédaction de vie, etc. Dans le fond, si je me projetais, là, puis je me fermerais les yeux, là, puis je me disais, OK, c'est clair que l'acheteur biomédical deviendrait un acteur assez stratégique pour justement collecter l'information sur la veille des marchés, aller faire un peu des tournées de différentes foires commerciales, tout ça. Donc, il est en mesure d'avoir ce dialogue-là avec, on va dire, les développeurs. Donc, il y a une expertise technique qui, à mon avis, appartient à l'ingénieur biomédical. Mais après ça, il y a une expertise que je dirais plus stratégique quand on regarde d'autres expériences où l'acheteur ou le responsable d'approvisionnement, lui, doit définir la meilleure stratégie d'achat en fonction des informations sur les innovations, en fonction des besoins à l'interne des cliniciens, puis en fonction de sa capacité à se projeter sur le développement soit du marché fournisseur ou du secteur d'activité, pour que la solution soit pérenne ou puisse être gagnante à long terme. Je vais prendre la question de Ariane Trudeau qui nous demande si l'innovation arriverait à la fin du contrat, comment gérer le risque que l'approvisionnement basé sur la valeur n'atteigne pas les objectifs initiaux. Cela implique donc une gestion des risques vers des solutions de rechange ou alternatives en même temps que les étapes initiales du contrat en VBP. Cela ferait en sorte d'augmenter considérablement les coûts. Je vais prendre plus la question à l'envers. Puis quand je vous disais, là, on connecte des informations là, à droite, à gauche.
Je me rappelle une conversation que j'avais eue avec un acheteur, puis il me dit, bon, on a fait le contrat, puis finalement, on se rend compte 6 mois plus tard que, boum, il y a une innovation. Là. Tu sais, je fais quoi avec ça? Puis, bon, déjà à ce moment-là, j'avais mon obsession sur la veille des marchés. Là. Tu sais, ça fait qu'à priori, l'innovation n'est pas apparue 6 mois plus tard. L'innovation était déjà là, mais inconnue auprès de l'établissement. Tu sais, il ne peut pas, tu sais, de mon point de vue, là, il ne peut pas arriver tu sais, la nouvelle recette de quelque chose spontanément. Là. Tu sais, on prend par exemple l'iPhone, je ne sais plus trop quel numéro, là, il est déjà annoncé 6 mois d'avance qu'il va sortir. Là. Donc, dans le fond, c'est ça le travail. Donc, par rapport à la question, l'innovation arrive à la fin du processus. À un moment donné, il va y avoir de l'overlap. Vous avez un contrat à gérer, puis vous devez démarrer un nouveau processus d'appel d'offres. Et j'en ai pas parlé ici, mais un des challenges, il faut que votre processus d'appel d'offres soit le plus court possible pour éviter la situation où vous démarrez votre processus. Puis rendu à la publication, il y a 2-3 générations quasiment technologiques qui vous sont passées sous les yeux. J'exagère, mais j'aurais pu montrer une acétate à cet effet-là. C'est long. C'est long ici. Ça fait qu'il y a peut-être des opportunités qu'on manque. Donc, il faut, je pense, arriver à comprimer ce temps-là pour éviter les gaps technologiques qui pourraient être évoqués. Là. Une autre petite question. Ça me fait peur. Finalement, je suis moins content que tu sois là, mais... Oui, mais je ne t'avais pas dit que je venais. Je gardais ça comme surprise. Comme ça enlève le stress. Non, mais quand on parle avec les fournisseurs d'innovation en santé, plusieurs nous disent que finalement, il y a tellement de barrières à l'entrée que l'investissement, la rentabilité de leur innovation n'arrive pas à point. Fait qu'ils finissent par se décourager du processus dans lequel ils doivent négocier pour arriver à faire pénétrer l'innovation dans le secteur de la santé. Puis finalement, ils la vendent ailleurs, ils la vendent aux États-Unis ou je ne sais pas trop où. Comment on peut réguler je dirais, la demande d'innovation? Je dirais l'offre est assez présente, mais la demande est complexe. Comment on réussit à mieux gérer cette demande de manière à ce que justement l'offre atteigne plus facilement les milieux cliniques dans le secteur de la santé? Le modèle, encore là, le modèle reste à inventer. C'est que le développeur, comment je dirais ça, de la façon dont je le vois, le développeur n'arrive pas au bout des 9 étapes avec son produit. Le développeur va avoir fait des tests cliniques, il va avoir rentré dans des... Dans le fond, le développeur a besoin de terrain. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce besoin-là devrait déjà se manifester avant. Là, puis il y a des hôpitaux universitaires dont c'est pas mal le mandat de tester des nouvelles innovations. Est-ce que les développeurs québécois ont accès déjà aisément à ces terrains-là? Ça, ce n'est pas mon domaine d'expertise. On aimerait le documenter, là, mais ce n'est pas notre domaine d'expertise. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà un premier point de contact là qui devrait aider. Mais si vous me dites, nos développeurs québécois, finalement, testent leurs trucs aux États-Unis, bien, peut-être que ça devient juste naturel de les vendre là parce que ils ont acquis une connaissance d'un autre marché que celui que notre marché national. Oui, peut-être qu'on va avoir. En présentiel? Alors, dans ce contexte-là, on sait que quand on fait des évaluations économiques pour l'adoption du marché, bon, il y a tout le coût d'opportunité en amont et en aval du milieu hospitalier. Si le Québec était pour installer ce mécanisme novateur, ça ne serait pas mieux du value-based healthcare, du value-based procurement de façon du système de santé plutôt qu'en milieu hospitalier afin de ne pas priver le milieu ambulatoire
de bénéfices qu'il pourrait avoir parce que le cost effectiveness serait fait surtout dans un volet hospitalier? Ouais, ça, c'est un excellent point. Je redirige vers Denis, mais quand Denis parlait de l'épisode de soins, on est vraiment là. Le volet hospitalier, à certains égards, est destiné à évoluer avec la pandémie. Là, je ne sais pas ce qui va arriver, mais on voit le soutien à domicile. Dans ma tête, moi, je me dis que ça va boomer complètement, mais peut-être que pas. Là. Donc, il faut être capable de capturer de pouvoir s'assurer que l'innovation puisse peut-être suivre tout l'épisode de soi. Puis j'ai un flash en tête. Ça, je n'ai pas abordé ça parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais j'avais des discussions avec des gens du côté soutien à domicile, puis eux disent, bon, ben là, finalement, quand le patient sort de la salle d'intervention, on lui a mis le pansement Cadillac. Mais nous, malheureusement, on a comme le pansement plus générique. Là, bon. Mais pourquoi c'est de même? Pourquoi on n'a pas dit on va uniformiser les pansements? Bien, parce que c'est deux, je ne le dirais pas, là, mais c'est deux postes budgétaires. Tout à coup, pour le bloc opératoire, on peut mettre la Cadillac parce que finalement, on va offrir un pansement, puis bravo. Alors que pour le soutien à domicile, ça peut être 2-3 semaines ou 2-3 mois de visite, puis là, à changer des pansements. Ça fait que là, tout à coup, le pansement Cadillac, ouais, là, il représente un coût important. Fait que ça, c'est un autre éléphant qu'on n'a pas abordé, là, mais c'est un peu avec le truc de financement à l'activité, mais le décloisonnement des postes budgétaires. Là, bon, ça fait que là, il faut sortir la grosse pelle. Là, ça fait que... J'ai une question de Hamadi Bari qui serait peut-être plus dirigée vers le CEPSUM. Est-ce que le CEPSUM ou le Mouvement Innovation Santé participe aux consultations publiques de la Commission de l'administration publique pour encourager l'adoption de normes encourageant la conclusion de projets d'acquisition axés sur la valeur? En fait, on a été très actifs. On a déposé des mémoires, autant mémoires prébudgétaires à M. Gérard, qui nous a valu l'invitation à assister à la présentation de M. Dubé la semaine dernière au CHUM. Donc, on a eu ce privilège-là. Mais bien avant, dans le cadre du projet de loi 19, sur la question de l'approvisionnement achat local, le CEPSUM a fait plusieurs recommandations. Dans le fond, oui, on a été très actifs, qui vont dans le sens, dans le fond, de dire, oui, il y a eu énormément d'achats basés sur le plus bas prix. Maintenant, est-ce qu'on peut évoluer davantage? Parce que notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que si on demande que le secteur public s'adapte ou tende vers ça, on encourage aussi nos entrepreneurs à s'ajuster dans leur pratique, comme disait Denis tantôt, sur comment on peut se présenter dans l'univers public là, comme tel. Martin nous disait, peut-être s'associer dès le départ, ça va aider à faire en sorte que l'adoption du produit va se faire plus naturellement. Mais c'est clair que ce qu'on entend de nos entrepreneurs actuellement, c'est que cette barrière-là, elle est très, très, très présente et malheureusement, ils vendent davantage ailleurs qu'au Québec. Et ça, pour nous, c'est comme de l'innovation perdue, entre guillemets. On ne bénéficie pas de cet apport-là économique, parce que dans le fond, ça a créé des emplois, ça a créé une activité économique, ça amène des solutions concrètes à des gens qui en ont besoin, qui malheureusement, c'est d'autres qui en bénéficient actuellement. C'est sûr qu'il y a un rattrapage du Québec, puis on pense que le projet de loi 19 va aider, entre autres quand on parle d'espèces pas d'appel d'offres basé sur l'innovation. Il y a comme un terme là, sur faire en sorte qu'on puisse peut-être prendre certaines innovations et les développer au Québec. Donc, pour nous, c'est des pistes de solutions. Mais on était effectivement très actifs pour à la fois aider nos entrepreneurs à comprendre ce que c'est l'approvisionnement basé sur la valeur, mais aussi de faire des représentations pour tendre vers cette solution-là du côté gouvernemental. Je vais prendre une question en ligne encore de M. Viens. Comment arrimer les développements cliniques et technologiques auxquels les MD sont exposés en congrès et dans leur formation avec les modèles de choix des fournisseurs et de l'infrastructure
dont les hôpitaux se dotent, participation de MD aux orientations stratégiques des hôpitaux, comme dans un Kaiser permanente. Tu sais, là, je me sens... pardon, tu sais, comment je dirais ça? Je reviens là-dessus. Là. Peut-être que c'est moi qui ai un marteau et qu'il y a juste un clou qui enfonce tout le temps le même, là, mais là, tout à coup, l'acheteur devient très dépendant justement de ce que les médecins, les professionnels de la santé vont lui amener. Justement, j'ai été dans tel congrès, j'ai vu telle chose, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Mais si tout à coup, on est dans une logique de veille de marché, donc l'acheteur n'est pas juste dans une position de recevoir l'information d'un tiers. Lui-même, il va gérer par lui-même cette information-là. Il va être en mesure de la tamiser. Je reviens sur une des premières questions, j'oublie si c'est la première ou la deuxième. Il va être en mode de dialogue aussi avec les cliniciens parce que lui-même va arriver, va dire, j'ai vu, on a vu telle chose à tel endroit, donc qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait que là, ce n'est pas juste une personne qui arrive. L'information va circuler dans plusieurs directions au lieu d'atterrir de façon plus, comment je dirais ça, de la façon dont ça se déroule actuellement, là, on la pousse vers l'acheteur en fonction d'intérêts de chacun. Là. J'ai une autre question de Steve. Comment favoriser la créativité dans le cadre des achats regroupés, dans le cadre normatif actuel, avec des besoins tellement différents dans la province, missions différentes, territoires différents? Ça, je me doutais qu'on allait me la poser. Là, ça fait que ça, c'est pas pire. Dans le fond, moi, de la façon dont je vois ça, puis les réflexions étaient déjà amorcées même avant la création du Centre d'acquisition gouvernementale. D'avoir de l'achat de groupe, c'est juste naturel. C'est une bonne stratégie pour certains segments de produits. Donc, là, actuellement, de ce que j'entrevois, j'ai comme l'impression qu'on veut étirer l'élastique de l'approvisionnement de groupe ou de l'approvisionnement de groupe par le Centre d'acquisition gouvernementale. Peut-être que je me trompe, peut-être que ma lecture n'est pas exacte, mais vous voyez, avant la création du CAGE, il y avait un groupe d'achat, bon, il n'en restait pas 50, là, mais il y avait un groupe d'achat qui avait déjà commencé à revoir son portefeuille de contrats, puis à retourner certains contrats vers les établissements en se disant, bien, finalement, pour mes ressources, tel dossier, on ne veut plus le faire en achat de groupe. Là, on ne veut plus le faire dans notre groupe d'achat. Je nuance ça. On ne veut plus le faire dans notre groupe d'achat pour... On préférait mettre nos énergies ailleurs. Ça fait que, moi, je pense que c'est ce genre de réflexion-là qu'il faut avoir. Toute la question après ça, bon, les besoins, les régions, les missions hospitalières, il y a un volume de base qui est naturel. Moi, je pense qu'il est naturel de passer par de l'achat regroupé. Ce volume-là, si on regarde, on avait fait une étude en 2018, tourne autour d'à peu près 35 % et ce même ratio-là revient d'observations produites aux États-Unis. La question, c'est est-ce qu'il y a de la place pour continuer à monter? Ça, ce n'est pas à moi de le déterminer. Mais là, on va monter ce ratio-là. Est-ce qu'on est en train de renverser un peu l'équation? Dans le fond, on va finir par pousser des produits vers des établissements au lieu de consolider des besoins. Je ne sais pas si mon observation est trop subtile, mais peut-être que là, je la développerai dans un autre environnement. Nous avons encore quelques minutes pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas encore à les partager sur le Q&A sur Zoom. Et aussi pour les personnes en présentiel, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais prendre la question de Julien Jeanne Lacasse. Y a-t-il à votre connaissance des échos favorables à cette approche parmi les autorités québécoises, AMP et compagnie?
moi, de ce que j'entrevois, je dirais qu'il y a comme plusieurs strates. Moi, je pense que les acheteurs du secteur public, oublions la santé, du secteur public, souhaitent mettre en œuvre leur créativité pour développer des stratégies d'approvisionnement mieux adaptées en fonction des besoins, de la nature des marchés. Donc, ça, je pense, c'est ça. J'entendais un gestionnaire qui était, entre guillemets, content de la pandémie, parce que, oh, OK, là, on a été comme libérés de la LCOP, ça nous a permis de... nos acheteurs faisaient preuve de créativité, de discussion avec les fournisseurs, ce qui n'arrivait pas avant. Donc, on comprend qu'il ne faut pas tout jeter. Là, il y a des impératifs de transparence, d'équité, etc. Là, ça doit rester. Donc, moi, je pense qu'on peut faire la transition vers quelque chose, puis je pense que les acheteurs sont prêts à ça, là, une transition vers quelque chose de plus stratégique. Après ça, pour ce qui est du value-based, je pense qu'il y a des établissements qui commencent à y penser, qui souhaiteraient faire des initiatives dans le domaine. Donc là, ça va plus émerger peut-être à la pièce avant d'avoir une diffusion plus grand public. Ça, c'est plus de la futurologie. Là, non, bien, c'est pas si futurologique que ça parce que, bon, HEC et le CHUM ont proposé au ministère de la Santé la création d'un institut de gestion des innovations centrées sur les valeurs. Le projet est à l'étude en ce moment. Et donc, le but, donc l'approvisionnement est un élément qui ferait partie des projets et des travaux de l'Institut. Et le but, c'est de créer des laboratoires vivants justement pour faciliter l'introduction des innovations en milieu réel de soins. Et c'est un peu ça qu'on propose, de créer cet institut pour favoriser l'adoption des innovations dans le domaine de la santé. Donc, c'est quelque chose qui se fait en ce moment. Là. Il y a des réflexions à cet égard-là. Non, c'est bon. Je vais prendre juste un commentaire qui a été mis dans le Q&A, un commentaire en lien avec l'expérience danoise. Au Québec, les conseillères cliniques sont impliquées dans les processus d'appel d'offres au CAG, Centre d'acquisition gouvernementale, afin d'assurer la qualité des produits. Elle rédige les devis techniques et procède à l'évaluation clinique avant la mise à contrat des produits. Je ne sais pas si, Martin, vous aviez peut-être un commentaire à faire. Ah, OK. Alors, ça, c'est là, puis j'ai des expériences en tête. Là, je n'ai pas suivi ces gens-là 24 heures sur 24, mais on voit ces gens-là ont vraiment l'expertise clinique, compréhension des produits, etc. Je dirais le seul hic que je vois, c'est, je vais le dire comme ça, le caseload de différents dossiers qu'elles doivent piloter. Fait que là, tout à coup, là, c'est ça, on passe de cardiologie, orthopédie, autre chose. Donc, on a l'expertise pour comprendre, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, si on compare avec l'expérience danoise, on a l'expertise, ou pas l'expertise, mais on a le temps d'approfondir certaines spécialités. Donc, je vais prendre une question qui va être encore pour le CEPSUM, toujours de la même personne, Amadi Bahari. Comment vos travaux ont amené ou peuvent convaincre le législateur à adopter des amendements à la loi pour encourager les projets d'acquisition bâtis sur la valeur? Dans le cadre de vos travaux, aviez-vous commenté les balises à l'égard des exigences et des critères contractuels dans le domaine de la santé? Si oui, pourriez-vous nous faire part de vos commentaires? Bien, c'est sûr que c'est pas... on est une organisation parmi d'autres, donc c'est clair qu'on est plusieurs, par contre, à parler de la même voix, je dirais. On a parlé de MedTech tantôt, que ce soit la Fédération des chambres de commerce du Québec, que ce soit le Conseil du patronat du Québec, certaines associations d'établissements. Vous savez, on pense que le secteur privé peut être une solution. Il est vrai dans certains achats de biens, mais on pense qu'il peut l'être aussi dans les achats de services. Quand on pense au vieillissement de la population, les soins aux aînés, les services à domicile, en fait, l'éventail des services, dans le fond, sont quand même nombreux. Et plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises réussissent à développer des relations avec le secteur public et effectivement établissent une relation de confiance puis finissent par être, entre guillemets, écoutés, considérés dans les appels d'offres. Donc, les travaux que
que nous menons se font à 2 niveaux, je dirais, dans des représentations gouvernementales où on dit on est là, voici les entrepreneurs qu'on représente et voici ce qu'ils peuvent faire. Donc, on s'assure qu'à haut niveau, on puisse comprendre les innovations ou les services que ces gens-là offrent comme tels. Parce que souvent, c'est méconnu, malheureusement, d'une certaine façon. Et puis l'entrepreneur, d'une certaine façon, lui, ne sait pas trop comment non plus naviguer parce qu'il y a l'appareil politique, il y a l'appareil administratif, puis il y a les opérateurs. Donc, c'est à 3 niveaux. Et ce n'est pas tout le monde qui a un service de lobbyiste pour être capable de faire ces interventions-là à tous ces niveaux-là. Donc, c'est ce lien-là que le CEPSEM réussit à faire, à bien identifier les niveaux d'intervention et à faire les représentations nécessaires quand c'est le temps pour ce genre de développement là, comme tel. Donc, le fait de travailler à tous les niveaux fait en sorte que ça rend nos entrepreneurs meilleurs pour intervenir dans ce genre de situation-là. Et aussi, le fait de les regrouper, parce que moi, je viens du secteur public, mon origine vient du secteur public, puis une des forces que je trouvais qui était là, c'était la collaboration, la cohésion, la complicité même qu'on développait entre établissements, directeurs généraux ou directeurs d'approvisionnement. Ce n'était pas le cas, c'est moins le cas du côté privé. Donc, une association d'entrepreneurs fait en sorte que les membres apprennent entre eux par des trucs, par des façons de faire qu'ils ont développées eux-mêmes. Donc, cet apprentissage-là se fait pas juste avec le CEPSEM, mais entre membres du CEPSEM comme tel. Donc, ça, c'est un autre élément qui est positif. Merci. Alors, on fait signe que le temps est écoulé. En Voilà. effet, merci tout le monde. Je vais fermer la période des questions. Je pense qu'on pourra maintenant conclure sur le séminaire. OK. Donc, je ne sais pas si Denis, tu veux venir dire un petit mot de la fin. Je vais compléter. Bon, merci tout le monde pour vous être rendu présent pour cette rencontre. Merci surtout à Martin pour cette magnifique présentation. C'était éclairant, je pense que ça a permis à plusieurs de voir la complexité derrière ce type de projet orienté sur la valeur en matière d'approvisionnement. Merci à Luc et à l'équipe du CEPSEM d'avoir encore une fois cru en notre alliance et notre participation et collaboration mutuelle. Je pense qu'on a créé des choses et d'autres viendront. Et donc, je vous invite à suivre les activités du pôle sur le site web du pôle santé pour les prochains séminaires qui vont venir assez rapidement dans les prochains mois. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Au plaisir. À mon tour, Denis, de te remercier l'équipe de Pôle Santé HEC. C'est un réel plaisir et une réelle collaboration qu'on a ensemble. Puis, ça fait des années et je pense que ce n'est pas terminé. Un grand merci à notre chercheur et notre professeur préféré en approvisionnement basé sur la valeur. Je pense qu'il est le seul. Non. C'est une blague, Martin. C'était une excellente présentation. Bravo et merci encore. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À la prochaine.